grosses corporations chinoises, mais asiatiques en général, s'organisent aujourd'hui en effet avec des relais de croissance dans les pays, ce qu'elles ne faisaient pas jusqu'à présent. Bonjour Pierre-Jean Rust, bienvenue dans ce nouveau podcast des achats. Nous allons parler aujourd'hui de grande distribution et de prêt-à-porter. Je rappelle ton parcours. Donc, tu as commencé il y a une vingtaine d'années au sein des Galeries Lafayette, responsable achat, donc toujours sur le textile. Tu as rejoint ensuite un groupe Batch Import pendant plus de 7 ans, où tu as travaillé également sur le textile. Tu as rejoint le groupe Casino pendant 9 ans, où tu as travaillé encore sur le prêt-à-porter et le textile. Et enfin, tu rejoins depuis 8 ans déjà un groupe en tant que directeur des achats et des appros du groupe Delaluy, qui est un intégrateur multimarque de prêt-à-porter. Et aujourd'hui, on va parler de 3 points clés. Tout d'abord, essayer de comprendre pourquoi les acheteurs dans la grande distribution ne sont pas forcément les mêmes que les acheteurs dans l'industrie. Ensuite, on fera un focus sur les achats vraiment de textiles prêt-à-porter sur toute la période que tu as couverte depuis 20 ans, les évolutions clés. Et puis, ce qui va nous intéresser, ce qui s'est passé depuis un an et demi maintenant dans le monde avec la pandémie du Covid et j'imagine tous les impacts que l'on rencontre dans le prêt-à-porter. Donc, merci Pierre-Jean, bienvenue. Ouais, bonjour Olivier, merci de me recevoir, je suis ravi et honoré. Super. Écoute, première question que j'avais, c'était la perméabilité qu'on a entre les acheteurs de la grande distribution et les acheteurs de l'industrie. Globalement, moi, depuis, 20 ans que j'évolue dans les achats, à chaque fois que je vais dans des événements achats, j'ai quasiment aucun acheteur de la grande distribution. On a l'impression que ces profils d'acheteurs, finalement, évoluent dans un autre monde qui font beaucoup moins partie des achats type industriel que moi, j'ai connu ces dernières années. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, je suis allé à certains de ces événements pour la remise des prix des directeurs des achats de l'année, etc. Et je ne croise quasiment jamais de personnes de la distribution, grande distribution ou même du prêt-à-porter, qui est un peu plus ma spécialité. Et je pense qu'en fait, la grande différence entre les acheteurs industriels et les acheteurs de la distribution, c'est que généralement, lorsqu'on gère la distribution, les achats dans le domaine de la distribution, on gère aussi l'offre. C'est-à-dire qu'on est très objectivé sur le marketing de l'offre, sur le mix marketing, sur toute cette partie vente et pas uniquement achat. Donc, il y a un très gros travail de planification, de cadrage achat, de maîtrise des budgets, de suivi des ventes aussi, que l'on ne retrouve pas, à mon sens, chez les acheteurs industriels. Et c'est vrai que le métier est assez complet dans le domaine de la distribution, puisqu'on part vraiment de la création de l'offre produit. Qu'est-ce que l'on veut vendre dans nos points de vente, que ce soit des boutiques, que ce soit des grands magasins ou que ce soit une marque spécifique avec un ADN de marque bien spécifique. Et on couvre vraiment donc cette offre en termes de profondeur, en termes de largeur, en termes de pricing. Et ensuite, évidemment, on a toute cette partie achat, négo, objectif de marge par rapport à des prix de vente consommateurs qu'il faut gérer. Et ensuite, cette partie distribution où la vie du produit continue une fois qu'elle est arrivée sur entrepôt, elle est acheminée en magasin. Et donc, toute cette activité donc, de distribution, de vie du produit sur le lieu de vente, de promotion,
de mise en place d'actions correctives parce que on a des problématiques de stock, on a des problématiques de fermeture peut-être de magasins qui font qu'on a des stocks qui sont exorbitants et donc on a des plans d'action à mener. Et tout ça, généralement, est géré par les acheteurs de la distribution. En tout cas, dans la grande distribution, c'est de cette façon-là que les choses sont organisées. Alors parfois avec une sorte de binôme, quelqu'un un petit peu plus axé sur l'amont, donc qu'on appellera acheteur, approvisionneur, et puis quelqu'un d'un peu plus orienté sur la vie du produit, le marketing de produits, etc. Et c'est des chefs de produits. Mais dans certaines organisations, et j'en rencontre encore aujourd'hui, le chef de produit gère le produit de A à Z, achat et vente. Donc, je me dis que c'est peut-être une des explications, c'est que le métier est un peu différent. Alors, à l'inverse, peut-être que, et ça, c'est plus ton expertise à toi, les acheteurs industriels sont beaucoup plus impliqués peut-être sur toute la partie cahier des charges, RFQ, enfin Request for Quotation, et ça, en fonction des organisations, ça peut être un peu plus rock'n'roll, on va dire, dans la distribution. C'est peut-être un peu moins cadré, toute cette partie un peu plus légale, cahier des charges, enfin, tu vois de quoi je parle. Donc, ça, c'est quelque chose où les acheteurs dans la distribution, généralement, ont un peu moins de focus. On a du process, hein, évidemment, on a des cahiers des charges qui sont réalisés par les services juridiques, etc. Mais on est un peu moins impliqué sur cette partie plus… plus R&D, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, du coup, tu couvres beaucoup plus le cycle de vie complet du produit. Exactement. On est sur un achat industriel où là, on va être généralement beaucoup plus dans l'avant-projet avec la R&D, dans le cahier des charges, dans le design d'un produit parfois très technique, etc. Par contre, une fois qu'on l'a acheté, même la logistique, presque l'acheteur ne s'en occupe pas. C'est parfois un département logistique qui va gérer les flux, encore moins les entrepôts et encore moins la distribution aux clients. Voilà. Alors que tu vois, là, dans mon rôle de directeur des achats, c'est quelque chose que je couvre aussi. C'est-à-dire que toute cette partie supply, elle me revient. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de moi uniquement un achat, une marge à peu près confirmée, un produit livré en FOB, on va dire, mais on a toute cette partie approvisionnement et c'est aussi une partie importante, hein, toute la partie… parce qu'évidemment, moi, je travaille dans le domaine du textile, moyen haut de gamme aujourd'hui. J'ai été dans du premier prix, on va dire, grande distribution alimentaire. Ensuite, pour les Lafayette, c'était un peu différent. C'était de l'approvisionnement de marque. Donc là, pour le coup, c'était vraiment des achats négociés auprès de marques diverses et variées. Mais c'est vrai que ces achats peuvent être vraiment différents d'une société à une autre au sein même d'une activité, on va dire, distribution prêt-à-porter. Et cette partie supply, elle peut être vraiment prédominante dans nos fonctions. Ouais. Ah oui. Et du coup, c'est intéressant. Si on reprend un peu ton historique sur cette partie textile prêt-à-porter, est-ce que tu peux nous dire, voilà, quand tu as démarré, alors c'était peut-être Galeries Lafayette ou peut-être une petite expérience avant, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu as vu évoluer sensiblement dans ce domaine ou pas? Peut-être au contraire, tu dis depuis 20 ans, il n'y a rien qui a évolué. Mais de voir un peu, voilà, le métier, en plus, tu es passé par plein de fonctions et plein d'entreprises différentes. Qu'est-ce que tu pourrais résumer, entre guillemets, sur ces 20 années de textile? Il s'est passé beaucoup de choses là. Bon, moi, ça fait une petite vingtaine d'années, je suis encore jeune.
que j'évolue dans ce secteur des achats. Et c'est vrai que j'ai toujours été, moi, motivé par le côté international de la fonction, parce qu'on achetait, on a toujours acheté à l'international. L'industrie textile, même si aujourd'hui on en parle beaucoup, en France, elle a quand même disparu dans les années 70-80. Et elle s'est délocalisée dans un premier temps au Maghreb et puis dans un second temps en Asie. Et c'est vrai que la chose fondamentale qui a changé, c'est surtout ça, c'est que au départ, on était très peu de sociétés finalement importaient en Asie. Très peu de sociétés étaient structurées dans leurs achats pour importer directement en Asie, et on avait un nombre d'intermédiaires assez important, que l'on appelait donc classiquement des importateurs. Et c'était des sociétés qui pouvaient être créatives, mais qui avaient vraiment ce rôle d'être le tampon entre le producteur et le distributeur. Et lorsque j'ai rejoint, moi, Casino, dans un premier temps en tant qu'acheteur international, mon rôle a été vraiment au sein de cette société de professionnaliser un peu les achats sur la partie importation. Parce que le groupe Casino importait relativement peu sur des produits d'équipement de la personne, j'entends. Et d'ailleurs, sur des produits alimentaires, aujourd'hui, c'est toujours aussi... c'est pas aussi important que ce que l'on pourrait croire. Et Casino s'est vraiment développé sur ces années entre 2000 et 2010, on va dire, sur cette partie importation, en créant des bureaux d'achat à l'étranger, etc. Et je dirais, pour revenir à ta question, ce qui a été vraiment un mouvement majeur dans notre profession, ça a été la disparition finalement de ces intermédiaires entre les fabricants et les distributeurs, puisque la plupart des sociétés se sont organisées pour être en direct to retail, c'est-à-dire en sourcing direct, en import direct, en créant des structures d'achat international, d'abord à travers des bureaux d'achat, donc qu'elle a positionné, nous, dans un premier temps chez Casino, ça a été à Hong Kong. Mais par exemple, Della lui, son premier bureau, ça a été en Indonésie. Ils sont ensuite allés à Hong Kong et ensuite ils sont allés en Chine. Donc chacun a fait ses mouvements un peu en fonction de ses marchés, mais pour revenir au groupe Casino, ça a été donc en effet d'abord Hong Kong, ensuite la Chine, avec l'ouverture de 3 à 4 bureaux en Chine, ensuite le Bangladesh, l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, de façon à être au plus près en fait des producteurs et pouvoir gérer ces flux d'achat en direct et non plus par des intermédiaires. Et du coup, en tant qu'acheteur ou responsable ou directeur achat, comment étaient organisés on va dire les voyages? Est-ce que du coup, ça veut dire que tu passais ton temps en Asie à faire les usines une par une? Est-ce que vous embauchiez? Alors ça dépendait, ça a vraiment été différent en fonction de mes postes. Lorsque j'étais acheteur international pour Casino, je passais mon temps en Asie, à raison de 15 jours, 3 semaines, sur des missions de sourcing pur, où on allait sur des salons, où on allait rencontrer des fournisseurs, on allait former aussi nos équipes sur place pour qu'elles répondent aux attentes des acheteurs de la grande distribution, puisque en tant qu'acheteur international, on était un peu ceux qui alimentaient toute la fonction achat classique en produits importés directement. Et ça, c'est vrai que ça a été pour le groupe Casino des voyages relativement longs,
avec ensuite des déplacements pour rencontrer les personnes en charge des structures de distribution. Donc, on parle de Monoprix, on parle de GoSport, on parle aussi des hypermarchés, pour leur démontrer par A plus B ce que l'on avait trouvé en Asie et que ça pouvait être intéressant, qu'ils travaillent là-dessus. Donc, c'était le début des centrales internationales comme Carrefour a pu le faire, avec une différence notoire pour le groupe Casino, où on n'a jamais voulu imposer des assortiments aux achats, aux enseignes du groupe. On a toujours été en proposition et jamais puisque Carrefour a monté sa centrale internationale en Espagne en imposant en fait ses assortiments. Mais ça a donné lieu d'ailleurs à des aberrations totales. Alors, je n'ai pas d'anecdotes chez Carrefour, mais j'ai des anecdotes chez Walmart, où lors d'une visite en Argentine, parce que Casino évidemment avait aussi et a toujours d'ailleurs des structures en Argentine, au Brésil, donc on rencontrait aussi les responsables de pays pour promouvoir un peu le sourcing qu'on avait pu trouver à travers nos bureaux. Et à l'occasion d'une visite en Argentine, on avait visité donc une société, enfin un magasin Walmart, et il faisait une promotion, c'est quand même incroyable. En plein été, il faisait une chaleur insoutenable, et ils avaient donc une opération de pelle à neige, puisque c'était aux États-Unis la période où il y avait de la neige, et donc ils avaient fait un assortiment global, ils avaient envoyé ça en Argentine sans demander rien à personne. Et donc, bon, ça, c'est les limites de la centralisation à outrance, mais c'était assez intéressant et drôle d'ailleurs. Mais donc, pour revenir à ta question, la principale différence, c'est celle-ci. Donc, c'est en effet la disparition de ces intermédiaires et la structuration de ces sociétés à travers des centrales d'achat en interne ou des bureaux d'achat en interne. Et puis l'autre évolution majeure aussi, malgré tout, c'est toute la partie RSE. Il faut dire quand même ce qui est... moi, je fais de l'importation vraiment depuis les années 96, alors en Europe ou au Maghreb ou en Asie. Et je dois dire que jusqu'aux années 2004-2005, toutes ces questions RSE étaient vraiment balbutiantes, j'oserais dire. On a eu, nous, chez Casino, une des premières, une création de poste à l'époque d'une personne qui était quelqu'un d'absolument charmant et hyper intéressant, qui nous sensibilisait à toutes ces questions de RSE. Et Casino a été précurseur à l'époque avec cette direction sociale et éthique, donc, qui était dirigée à l'époque par Monsieur Colombani. Et ça, c'est quelque chose de vraiment qui est devenu prégnant et qui l'est encore plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, clairement, par rapport on va dire, à tes débuts, dans le cahier des charges, maintenant, tu as une pondération particulièrement importante sur ces aspects RSE que tu ne trouverais pas fin des années 90, ça n'existait quasiment pas, ou alors c'était juste pour faire joli, quoi. C'était franchement, je ne suis pas certain que beaucoup de sociétés dans ces années-là intégraient ce volet-là. Et moi, je l'ai découvert, je te dis, dans les années 2004-2005 au sein du groupe Casino, où on a commencé à se structurer en montant ses bureaux. On s'est rendu compte qu'on était exposé au risque, parce que lorsqu'on travaille via un importateur, en fait, le risque est porté par l'importateur, alors que là, si on va en direct, il est porté. Donc finalement, ça fait monter en maturité aussi toutes ces sociétés de distribution qui ont voulu se structurer et intégrer donc des services RSE. Et aujourd'hui, en effet, même en tant qu'intermédiaire, puisque Delalui, pour une partie de son activité, est intermédiaire aussi, puisqu'il crée des collections et donc il est intermédiaire sur les produits qu'il peut revendre à des marques comme Damar, comme
Gémeaux, Leclerc, etc. Et donc, lorsque on importe pour ces sociétés, maintenant, elles nous imposent aussi de bien vérifier ces volets RSE. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a intégrées, enfin moi que j'ai fait intégrer dans notre cahier des charges chez Deloitte, en stipulant donc qu'on refusait le travail des enfants. La partie qualité avait un volet assez important sur toutes les normes REACH par rapport à la dangerosité des colorants, ce genre de choses. Et donc, mais c'est vrai que c'est essentiel. Et finalement, avec du recul, on se demande, et je me pose la question à moi aussi, comment on a pu importer des marchandises sans être aussi vigilant que ce que l'on peut faire aujourd'hui. Même s'il faut toujours aller de là, améliorer ces parties-là, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet très important. Ouais, non, on rentre de plus en plus dans une société de contrôle, effectivement, et notamment sur ces enjeux vraiment qui touchent à l'être humain, à la santé, etc. Et même par ricochet, tu vois, excuse-moi, je t'interromps, mais j'ai lu là, dernièrement que mon ancien employeur, donc le groupe Casino, était attaqué par des sociétés au Brésil, puisque donc comme tu le sais, ils ont une très grosse activité, peut-être aussi importante au Brésil, enfin en Amérique du Sud, Colombie, Brésil, Argentine, Uruguay, que celle que Casino peut avoir en Europe. Et ils sont aujourd'hui attaqués pour avoir commercialisé donc au Brésil de la viande bovine qui serait venue d'exploitation d'abattoirs qui ne protègent pas. Enfin, les animaux provenaient, semble-t-il, de prairies qui ont été créées par la déforestation en Amazonie. Enfin, j'ai lu la brève très rapidement, mais c'est là où tu te dis que ça va loin quand même. C'est-à-dire que là, on est sur du fournisseur de rang 2 ou 3, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment cette chaîne d'approvisionnement maintenant sur laquelle on pointe de A à Z et sur lequel finalement c'est le distributeur final qui emporte la responsabilité à quasi 100%, quand bien même on soit sur des fournisseurs de rang X dans la supply. Et pour avoir échangé donc avec des sociétés dans le luxe, chez Hermès notamment, où on parlait aussi parce que j'avais fait une intervention chez Hermès il y a 6-8 mois, et ils m'interrogeaient par rapport à ces volets RSE, parce que alors chez eux, pour le coup, ils sont au rang 3 et même au-delà. Donc c'est vrai que par exemple, sur leur cuir, les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer sur la traçabilité du cuir qu'ils utilisent, ils vont jusque dans ces fermes agricoles, plus ou moins, de cuir, pour être bien certain qu'il n'y a pas une maltraitance. Enfin, voilà, quoi. Ça remonte très loin. Donc, ouais. Pour revenir à ta question, je crois que c'est les deux principaux. Alors ensuite, il y en a peut-être d'autres, ils ne me reviennent pas, tu vois, mais je pense que ouais, c'est vraiment la disparition de ces intermédiaires de commerce, finalement, et puis ces préoccupations RSE qui sont ultra importantes et qui sont nouvelles, enfin, qui ont été développées. Oui. Non, mais super. Effectivement, ça résume bien de prendre ces deux points clés de changement. Et si on va plus loin, finalement, on se rend compte que depuis 1 an et demi, on a eu un autre changement qu'on n'avait pas prévu, pas anticipé, que personne n'anticipait, la crise du Covid, et surtout dans des enjeux comme tu les as eus de commerce réellement international, parce que tu ne te sources pas que en Asie, tu te sources en Europe de l'Est, au Maghreb, je ne sais pas si tu vas chercher même sur les Amériques, mais j'imagine que là, ça a été tremblement de terre, et j'aimerais que tu nous racontes un peu tout ça, à la fois sur ce que tu as vécu ces 18 derniers mois, on va dire, et puis peut-être faire un peu un flashback en se disant qu'est-ce que j'aurais dû faire ou qu'est-ce que je dois faire maintenant pour prévoir une pandémie bis, peut-être qu'elle n'arrivera pas l'année prochaine, peut-être qu'elle arrivera dans 5, 10 ou 20 ans.
et sur quoi il faut se préparer finalement maintenant, si on y arrive. Hein, Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai que ça a été chaud patate, hein, pour rien te cacher. Moi, en décembre 2019, je suis rentré d'Asie. Et honnêtement, ce Covid, j'en ai entendu parler 15 jours après en France. Je suis resté 15 jours, j'étais en Chine, Shanghai essentiellement, pendant 15 jours pour une phase de validation de négociation sur nos collections. Et à mon. Bon, j'ai pas eu de contrôle particulier. J'ai pas eu même d'informations, même en local, d'une pandémie à Wuhan, enfin zéro écho. Ça, j'avoue que. Et 15 jours après, donc on a commencé à en entendre parler avec des gens qui commençaient à être infectés dans l'Oise, etc. Donc j'ai vécu, moi, vraiment, j'aurais pu être le patient zéro. Et donc je suis rentré, et donc c'est vrai que nous, donc à partir du mois de mars, ça a été extrêmement complexe pendant un mois, honnêtement, où il a fallu contacter chacun des fournisseurs et en personne, donc donner de sa personne pour rassurer sur la viabilité de notre société, puisque les productions n'étaient pas encore lancées. On lançait juste nos premières commandes, et nos fournisseurs nous disaient non, attendez, compte tenu de la Covid, nous préférons ne pas produire cette année. Et il y avait un vrai problème de crise de confiance de la part de nos fabricants asiatiques, essentiellement, je dirais. Et donc, où il a fallu les appeler en leur expliquant que nos commandes étaient validées, qu'on n'avait pas de problématiques financières parce que nos achats étaient, comment dirais-je, confirmés par des lettres de crédit, des LC. Donc, nos banques nous accordaient leur confiance et donc s'engageaient irrévocablement à payer si la marchandise était conforme. Donc, et donc, ça a été un très, très gros travail de conf call toute la journée avec le matin, donc les fournisseurs asiatiques, donc en Chine, au Bangladesh, en Inde, et puis l'après-midi, donc sur le Maghreb, en Europe de l'Est. Et donc, ça a été la première phase. Et donc, vraiment un travail pour rassurer finalement nos interlocuteurs, donc à travers des éléments factuels quand même, hein, puisque évidemment on leur montrait les validations qu'on pouvait obtenir de la part de notre pool bancaire qui là-dessus a joué le jeu, hein, sur la première partie du confinement, il faut dire ce qui est. Et puis dans un deuxième temps, donc parce qu'il y a toujours un petit écart entre le lancement d'une commande et sa production. Et donc, lorsqu'on a commencé à produire, la Chine a eu du mal au démarrage, donc on a pris peur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rapatrié une partie de ces commandes sur la zone proche, qui n'était pas confinée. Donc, on parle de l'Europe de l'Est, on parle de la Turquie, on parle du Maroc, de la Tunisie. Et donc, en se disant, bah, tiens, c'est peut-être un moyen d'assurer finalement nos productions et de livrer nos clients comme ils l'entendent. Et puis, au fur et à mesure que les choses, on a transféré quelques commandes comme ça, et on s'est rendu compte 3 semaines après que finalement, c'était inutile, puisque le confinement arrivait en Europe. Et franchement, c'est vrai que
on n'y a pas cru tout de suite, quoi. Enfin, le confinement, se dire qu'on était. Moi, je me souviens d'un fournisseur de Pékin avec qui j'entretiens d'excellentes relations, qui me suppliait, mais en me disant, mais pourquoi vous ne portez pas de masque en France? C'est très grave, c'est très important. Et alors, on était au mois de février, ouais, mais je disais, mais je sais pas, c'est une petite grippe. Enfin, enfin, moi personnellement, je croyais pas à l'ampleur que ça a pris, quoi. Et aujourd'hui, on se dit, ben, c'est fou, quoi. Et donc, au fur et à mesure, il a fallu donc replacer toutes ces commandes qu'on en avait déplacées en zone proche, à nouveau en Asie, parce que curieusement, l'Asie s'est sortie quand même plus rapidement d'une part, à mon avis, c'est culturel, puisque c'est vrai que dès qu'ils ont une grippe ou ils portent des masques, donc ils ont été quand même fortement choqués par le SRAS, hein, donc ça, c'était dans les années 2003. Et donc depuis, ils ont cet automatisme de porter des masques. Et donc pour eux, ça n'a pas été une atteinte à la liberté. On a vu aux États-Unis des gens qui manifestaient contre le port du masque parce que c'était une forte atteinte à leur liberté. Mais enfin, bon, en Chine ou en Asie, en Corée, au Vietnam, ou même, c'est vrai que c'est rentré dans les mœurs. Donc c'est peut-être ce qui les a aidés aussi à sortir un peu plus rapidement. Et puis qu'ils ont eu un détectage. Enfin, l'exemple coréen semble le plus pertinent, hein, puisqu'ils ont dépisté très rapidement et vacciné, enfin, pas vacciné, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, mais au moins dépister et isoler les patients, ce qui a peut-être un peu tardé en Europe notamment. Donc, cette phase, oui, d'abord rassurer l'ensemble des fournisseurs. Ensuite, on se dit, on a peur, on replace des commandes, on les rapatrie finalement, et puis on les replace. Donc tout ça, ça a été un mouvement de va-et-vient qui a été assez complexe. Et j'avoue que suite à ça, c'est posé le problème. Évidemment, on a eu des retards de livraison. Donc derrière, lorsqu'on travaille pour des sociétés de grande distribution, on se doit de livrer en temps et en heure dans les centres commerciaux, etc. Donc, et quand on a ces retards de livraison, on est soumis à des pénalités. Sauf que là, même si on avait voulu faire de l'avion, tous les avions étaient trustés par, et c'est bien normal d'ailleurs, les produits sanitaires, masques, gel, etc. Donc, on s'est retrouvé donc à ne pas pouvoir améliorer nos délais. Et donc, ça a été la deuxième phase ensuite de négocier des pénalités de retard. Mais pour autant, dans une, on va dire, négociation quand même très ouverte, parce que donc on a impacté certains de nos fabricants sur des pénalités de retard si derrière on avait des répercussions de la part de nos clients, et si ce n'était pas le cas, voilà. Mais on les a pas forcés, on les a pas appliqués. Mais ça a été une période un peu rock'n'roll. Et en plus, sans aucun déplacement possible. C'est-à-dire que tout devait se Alors, gérer à distance avec la confiance qu'on tout avait, voilà, tout etc. s'est fait via Zoom, et même lorsque on a pu retourner au travail, moi j'ai fait des réunions, donc en effet tout en distanciel, donc et les nouvelles négos pour les saisons suivantes, pareil en distanciel, donc tout ça a été assez complexe, mais bon, de toute manière on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Donc ouais, ça a été une période un peu complexe, et vraiment en termes d'activité, c'est pareil, ça a été en dents de scie avec 1 mois et demi où ça a été vraiment infernal. Ensuite, il y a eu une sorte d'encéphalogramme plat, et puis ensuite c'est reparti aussi énormément, puisqu'on était sur la problématique production, livraison, acheminement, problématique d'acheminement. Donc voilà.
Mais c'est vrai que ouais, ça a été très, très complexe. Alors, la seule chose qui nous a finalement, par rapport à aujourd'hui, quand on voit le prix des containers entre l'Asie et qui ont quintuplé par rapport à l'année dernière, sur la même période. Si on prend le premier trimestre, aujourd'hui, quand on payait 1 000 $ le container, aujourd'hui, on le paye presque 6 000. Donc, on payait ça, oui, peut-être 1 500 $ l'an dernier. Donc, dans cette première partie, on va dire, ce premier semestre, on n'a pas eu de forte augmentation de coûts logistiques. Mais par contre, on a eu du retard et donc le service commercial a eu pas mal de boulot, en effet, pour expliquer ça aux clients, sans compter les clients qui voulaient annuler. Enfin bref, ça a été complexe. Et alors, qu'est-ce que je retiendrai et comment faire pour gérer peut-être un peu mieux ce passage. J'avoue que c'est une expérience qui aura été vraiment très enrichissante parce que tellement incroyable et puis tu tombes des nues à chaque fois, quoi. Donc, la première des choses, c'est sûr, c'est always plan a plan B. C'est toujours le truc, ça. Donc, ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut garder en tête. L'idée, ce serait toujours d'avoir du double sourcing en permanence Exactement. pour garder actif tout le temps un ou deux fournisseurs de proximité, même si Exactement. on travaille avec eux à perte finalement pendant cette période. Oui, c'est vraiment la chose, là, à mon avis, à, à retenir, c'est de toujours. On avait rencontré à l'époque de Casino un Brésilien qui nous avait parlé de la loi de Murphy en se disant si ça commence mal, ça finira forcément mal. Donc prévoyez toujours le plan B. Et j'avoue que ça m'avait pas mal marqué ça aussi. Donc je l'ai toujours gardé en tête et c'est peut-être ouais, la chose importante à garder enfin à appliquer. Enfin, en tout cas, c'est ce que je retiendrai, moi. C'est ouais, de rester ultra flexible et quitte à, quitte à annuler ce que l'on a fait pour refaire. Donc, bon, ça a posé des soucis, c'est évident, en termes de marge, en termes de. Mais bon, il faut. Sur des sujets un peu complexes comme ça, d'achat internationalisé, c'est vrai qu'il faut rester toujours alerte par rapport à. Parce qu'on n'est pas à l'abri non plus d'avoir des défaillances économiques, hein, d'avoir des problèmes sociaux, de rencontrer des problèmes. On ne travaille pas avec la on a essayé, mais on n'y est pas parvenu. On ne travaille pas avec la Birmanie, mais ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en Birmanie, doit poser un problème colossal à de très gros acteurs comme, je sais pas moi, des gens comme H&M notamment, qui produisent énormément là-bas. Et voilà. Et Mais du coup, si on revient un peu sur cette partie aussi RSE dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que la crise qu'on vit depuis 18 mois a fait exploser aussi les risques RSE parce que bah, il y a des pays, peut-être, on parle de la Birmanie, mais c'est très politique, mais d'autres pays qui ont pu subir économiquement de plein fouet, on va dire, cette tendance-là. Est-ce que dans les usines, bah, cette crise économique va rendre plus laxiste potentiellement aussi les imports, la gestion, ou est-ce que maintenant qu'on est ancré sur des cahiers des charges draconiens en termes de RSE, on s'y tient? je ne pense pas. Non, franchement, je ne pense pas parce que c'est c'est quelque chose qui aujourd'hui, enfin, aucune société prendra le risque d'importer de la marchandise. Ils sont tout de suite exposés, je veux dire, par rapport aux médias, ça va tellement vite. Ce serait
certaines sociétés ont été déjà épinglées. Ça a fait. J'ai en mémoire des sociétés anglaises notamment qui travaillaient avec des petits fabricants qui étaient payés au noir dans les banlieues de Londres ou de Birmingham ou je ne sais où. Un gros site internet, je n'ai pas le nom en tête, mais et donc ils ont été lynchés médiatiquement et je pense que les répercussions seraient beaucoup plus fortes. Et puis ensuite, il faut pas se leurrer. Il y a des personnes en charge de la qualité, il y a des personnes en charge de la RSE. Ces gens-là sont là. Ils vont pas avaler des couleuvres pour une question de délai, pour une question je veux dire, à un moment, ils font partie intégrante des décisions. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui de passer en disant, bon, compte tenu de la situation, personnellement, j'y crois pas. Non, Et donc, non, c'est devenu trop important. Aujourd'hui, est-ce que la situation est plus stable, on va dire, mis à part le prix des conteneurs, on va dire? Est-ce que tout le monde reprend un peu son flux? Ou est-ce qu'on a maintenant, à cause des fermetures de magasins, etc., toujours, on va dire, cette frilosité sur le marché à faire importer des biens, quels qu'ils soient? Aujourd'hui, bon, il y a cette problématique logistique, mais ce n'est pas une problématique de production. Sur tout ce qui est production, je dirais, les fabricants ont quand même tous rencontré de fortes baisses de volume. Donc, il y a un véritable travail de partenariat qui s'installe. Et c'est vrai que les capacités de production sont importantes, que ce soit en Asie, en Turquie, au Maghreb et même en Ukraine. Hein. Les marchés, par contre, qui sont un peu saturés, c'est vrai, c'est le Portugal. Mais nous, on n'y produit que du sous-vêtement, donc c'est pas grand-chose. Mais je sais que le Portugal, en effet, il y a un vrai regain d'intérêt parce que il y a énormément de marques, on va dire premium, accessibles, moyen haut de gamme, qui s'orientent sur le Portugal pour peut-être gérer des séries plus courtes et puis ensuite pouvoir évidemment communiquer sur toute cette partie RSE de production en ce qu'on appelle en nearshoring, donc en proche des zones de consommation. Et ça, c'est une vraie demande de beaucoup de consommateurs et les marques l'ont comprise et donc font en sorte aujourd'hui, en effet, de commander en nearshoring proche de leur marché de distribution. Mais j'oserais dire, mis à part peut-être cet effet sur le Portugal, en ce qui concerne les fournisseurs asiatiques, aujourd'hui, ils trinquent. Hein. Ils trinquent parce que déjà, ils n'ont pas forcément une aide aussi importante que celle qu'on peut avoir notamment en France. Ensuite, en Europe, je ne sais pas trop, mais en France, il faut quand même reconnaître que on a un gouvernement qui a essayé de maintenir l'activité et de sous perfusion le tissu industriel, le tissu économique. Hein, et c'est quand même vraiment moins le cas, évidemment, en Asie. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs on note une certaine concentration hein, au niveau de petits fabricants et et d'autres sociétés donc qui réduisent la voilure hein, tout simplement donc en licenciant économiquement une partie de leur staff et puis ou en les mettant en chômage partiel, mais c'est pas une notion qui existe véritablement en Asie, il faut quand même dire ce qu'il est et donc ce qui est. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus simple de placer des commandes. Ensuite, les fabricants sont tellement échaudés aussi par les défaillances de leurs clients
qui sont par contre extrêmement exigeants sur la notation de leurs clients. Et donc, des gens qui ne sont pas forcément couverts, des gens qui ont des ratios financiers faibles, se trouvent au devant de pas mal de difficultés avec ces fabricants, parce que si jamais ils prennent pas le risque d'une commande dans un contexte pareil si elle n'est pas confirmée par des sociétés de réassurance. Donc voilà. Du coup, ça me fait rebondir sur un sujet que tu me parlais en introduction, c'est de plus en plus la volonté aussi des entreprises étrangères, notamment asiatiques, d'avoir des relais de confiance en France, en Europe, de manière générale. Tout à fait. À cause du confinement, comme ils ne peuvent plus se déplacer, qu'ils n'ont plus leur relais historique, on va dire, qui venait chez eux, c'est de pouvoir eux-mêmes avoir leur propre relais de confiance, qui puissent regarder ces notations, qui puissent, j'imagine, mais tu vas en parler plus, trouver de nouveaux clients et qui puissent qualifier localement si le client est un bon client, qui ne risque pas d'avoir une défaillance, et qui voit effectivement cette personne. Et donc, le rôle de l'acheteur, finalement, se transforme un peu aussi pour eux. Avant, c'était peut-être un rôle, on va dire, vraiment d'aller chercher les prix, taper dessus. Ça devient maintenant plus un rôle de partenaire, de nécessité d'avoir ce partenaire pour faire cette intermédiation. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Les très grosses corporations chinoises, mais asiatiques en général, s'organisent aujourd'hui en effet avec des relais de croissance dans les pays. Ce qu'elles ne faisaient pas jusqu'à présent, puisque les déplacements sont plus complexes, les rencontres avec les décisionnaires, les decision makers, comme on les appelle, sont plus complexes. Et donc, beaucoup de ces sociétés, en effet, implantent en Europe un relais. Alors, ça peut être en Europe, ça peut être dans certains pays. Et donc, de façon à avoir une relation plus directe avec leurs clients, parce que depuis un an, on se voit que par visio, quoi. Donc, c'est vrai que et le rôle, en effet, des interlocuteurs achats, c'est de privilégier un peu cette relation de confiance avec leurs fournisseurs, parce que pour faire du business, il faut être deux. Et donc, dans des périodes comme celles que l'on traverse, la notion de confiance est vraiment très importante. Très importante. Et l'interlocuteur qui porte cette confiance l'est aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui, en effet. Parfait, super, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui te remercie, Olivier. Très intéressant. En plus, c'est sur des domaines qu'on aborde, comme je te disais, très rarement, sur cette partie à la fois grande distribution et prêt-à-porter, en plus, qui est sujet parfois à beaucoup de débats. Oui. À juste titre parfois, mais... Oui, effectivement, des fois, ça donne justement des moyens d'action pour avancer et s'améliorer. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain podcast sur un autre sujet rapidement. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ton temps. Ça marche, je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.